Allô? Quelle joie d'entendre ta voix. Dis-moi ce que tu veux. Toi et moi, nous avons des choses à nous dire. C'est à moi que tu parles? Allô? Y'a personne au bout du fil? On doit pas être sur la même longueur d'onde. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais le truc, c'est qu'elles ne savent pas que nous, on sait qu'elles savent. Quelle est cette voix qui, dès l'aurore, si gracieusement me salue? Très joli. En vert en plus. Qui est le tordu qui a dit ça? Bonjour à tous et bienvenue dans Voix Ouf, l'émission qui met en lumière les métiers de l'ombre du doublage français. Et aujourd'hui, nous accueillons un comédien qu'il nous tardait de recevoir, qu'il double un héros masqué, un vilain torturé ou encore le célèbre chapeauté. Sa voix vous aura forcément marqué. J'ai nommé Boris Rélinger. Comment ça va, Boris ? Merci beaucoup, ça va très bien. Je passe un très bon moment parmi vous et je passe une belle après-midi. Super. Nous aussi. Et pour parcourir ta voxographie, j'ai à mes côtés un précieux compère. À la rédaction, il sait tout faire et des titres, il est expert. Mais fort heureusement, ses blagues sont bien meilleures que celles du Joker. J'ai nommé Thauvin Imbert. Oh là là. C'est beau, hein ? Tu m'avais teasé les rimes en R. Et j'avoue, je suis pas déçu. Oui, c'est un petit rituel qu'on s'est instauré depuis les débuts de Voix Ouf, donc c'est-à-dire depuis 3 ans. Et vous l'aurez remarqué, notre ami Vincent Formica, aux initiales VF, quand même, n'est pas à la présentation pour ce podcast comme d'habitude, mais rassurez-vous, c'est à titre exceptionnel et il sera bientôt de retour. Donc on lui fait un coucou s'il nous écoute, et je pense qu'il nous écoute. Salut Vincent. Et en attendant de le retrouver, moi je me présente, je suis Manon Maroufi et vous écoutez Voix Ouf Allociné. Alors si mes informations sont bonnes, Boris, tu as commencé ta carrière dans les années 90. Oui. Après, j'ai dû commencer en 96, après les fameuses grèves. Mon année de naissance. Comme quoi, c'était un signe que tu te retrouves ici. Tu as tourné pour le cinéma, pour la télévision, dans des téléfilms, dans des séries, mais moi, ma première question, et la plus générale, je pense, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'amour de la comédie ? Est-ce que c'est depuis que tu es tout petit ? Alors moi, peut-être à la différence de pas mal de mes camarades, moi je voulais pas être comédien quand j'étais gamin, du tout. Mais je passais mon temps à me déguiser, à me raconter des histoires. Et chez mes parents, il y avait une grande malle avec des vieilles fringues qui ne mettaient plus. Et on passait avec ma sœur, mon frère était trop petit, mais avec ma sœur, on passait notre temps à se déguiser, à transformer notre chambre en cabane, mon lit en château fort. Enfin bon, voilà, donc j'avais un imaginaire assez débordant. Et puis ensuite, je vais chez les jésuites en seconde. Avant, mon père me disait, si tu travailles pas, t'iras en pension. Voilà. Et puis c'est moi qui ai décidé à la fin de 3e d'aller chez les jésuites et au collège Saint-Joseph de Reims. Et il y avait un système éducatif qui faisait qu'alterner avec le sport en début d'après-midi, il y avait une activité. Mais pas dans le cadre du bac, c'était comme ça. Et je me suis retrouvé à l'équipe théâtre. Voilà. Et je me suis dit, quand j'étais sur scène, que c'était là que j'avais envie d'être, mais je n'avais toujours pas décidé d'être comédien. J'ai découvert que la chose qui allait le plus m'embêter, c'est d'apprendre par cœur. Parce qu'on dit, les comédiens, ils ont l'habitude. Non, moi j'ai une mémoire un peu lente, j'ai besoin de temps. Et puis ensuite, j'ai fait une préparation commerciale ratée, j'ai fait une maîtrise de droit, et pendant ma maîtrise, grâce à un ami, Frédéric Soutrel, qui lui faisait du théâtre, il m'a remis le pied à l'étrier, puis maîtrise en poche, je suis allé chez Périmonie, ensuite je suis la première promo du studio théâtre d'Anières, l'ESCA, et c'est lors d'un de ces spectacles où des gens qui faisaient du doublage m'ont vu et m'ont proposé de faire du doublage, dont Jean-Marc Pintier. Voilà. Qu'on a reçu et qui est un directeur artistique absolument exceptionnel qui a travaillé sur les plus grands films, je crois. Vous avez forcément écouté un de ses travaux. Moi, j'étais pas là, mais j'ai réécouté le podcast après et j'ai bu ses paroles. C'était vraiment passionnant. Et du coup, oui, c'est comme ça que tu as commencé dans le doublage. Est-ce que maintenant, tu dirais que c'est ta spécialité ou est-ce que tu essayes quand même de varier sur tous les formats ? Non, je fais ça beaucoup. J'ai beaucoup joué au théâtre aussi, j'ai joué une 40aine de pièces. Et là, l'année dernière, en janvier dernier, j'ai joué une pièce qu'on a jouée 12 dates et qu'on essaye peut-être de reprendre un jour, mais bon, c'est pas facile, quoi. Donc l'adulte que tu es n'a plus aussi froid aux yeux à l'idée d'apprendre des textes par cœur que quand tu étais... Non, ça fout les jetons. Ça fout les jetons quand même. Non, toujours pas. Du coup, le doublage, c'est quand même pratique pour ça. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'apprendre par cœur. En revanche, cette fameuse bande rythmo, quand on voit les mots défiler et on doit les jouer, non pas les dire, c'est pas du karaoké, on doit les jouer au moment où ça passe devant la barre. En fait, c'est 30 ans plus, maintenant ça fait presque 30 ans que j'en fais, donc c'est 30 ans plus
quelques jours. Donc il y a une expérience. C'est sûr que si on n'est pas comédien, qu'on n'a pas d'oreille et qu'on est dyslexique, ça peut être le doublage, c'est pas possible. Effectivement. Mais du coup, toi, tu es très très bon dans ce que tu fais puisque tu doubles un nombre incalculable de grands acteurs, notamment au cinéma, et on peut les citer. Colin Farrell, Jason Statham, Ben Affleck, Joaquin Phoenix, Gerard Butler, Benicio del Toro aussi. On n'a pas eu l'occasion de trop en parler en off. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais lequel de ces acteurs tu as doublé le plus souvent ? Je crois que celui que j'ai le plus doublé, je crois qu'il y en a deux, c'est Jason Statham et Colin Farrell. C'est Colin Farrell en tête avec 41 films, ce qui est quand même pas négligeable. Suivi de près par Jason Statham, 36 films. Ensuite Ben Affleck, 25 films. Gerard Butler, 19 films. Joaquin Phoenix, 14 films. Et Benicio del Toro, 12 films, ce qui est quand même un sacré palmarès. Donc j'imagine en plus que ces acteurs se sont déjà retrouvés ensemble dans des mêmes films. Dans ces cas-là, comment ça se passe ? Est-ce qu'on te laisse le choix ? Non, moi ça ne m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à mon ami Damien Boisseau dans le film Les Joueurs, sur les joueurs de poker. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai doublé Matt Damon, parce que lui il double Matt Damon et Edward Norton. Mais il double d'abord Edward Norton, donc il ne pouvait pas faire les deux. Donc j'ai passé des essais et j'ai fait une fois Matt Damon. Voilà. C'est chouette, c'est comme ça que des fois, je pense notamment à, je crois que c'est Bruno Choël aussi, qui s'est retrouvé sur certains acteurs par remplacement et qui au final les a gardés. Je ne saurais plus dire exactement lesquels, mais comme quoi des fois ça éveille un clic chez certains directeurs artistiques qui se disent, en fait... oui, mais Matt Damon, je l'ai fait une fois, c'est la seule et dernière fois. Et c'est à noter quand même dans une voxographie, dans une carrière, c'est pas négligeable, Matt Damon, c'est quand même un sacré morceau en tant qu'acteur. Comment on en vient d'ailleurs à devenir la voix régulière d'autant d'acteurs très connus ? En général, les comédiens de doublage, quand on les reçoit, ils ont vraiment un acteur phare, peut-être 2 ou 3, mais là on est quand même sur presque 6, c'est assez énorme. Alors, Ben Affleck, je le partage beaucoup avec Jean-Pierre Michael, qui est un immense comédien, qui est un ami aussi. Gerard Butler, il y a Marc Cès qui l'a doublé, enfin on est plusieurs à l'avoir fait. Après, comment est-ce qu'on le garde ? On est essentiellement tributaire du désir des autres. Sur Snatch, c'est Michel Derain qui m'avait mis dessus. Et ensuite, je l'ai gardé. Puis au fur et à mesure, on en fait de plus en plus. C'est le premier. Ouais, c'est le premier. Ça commence fort. Voilà. Et Colin Farrell, c'est grâce à Karine Kretli qui dirigeait le film Tigerland. Et il y avait le superviseur de... Oh mon Dieu, ça fait chier de vieillir. C'était un formidable superviseur. Il avait commencé au cinéma, dans l'étalonnage, enfin il connaissait tout. Et le film Annonce avait fait office d'essai. Voilà, c'est comme ça que la première fois, Colin Farrell, Tigerland, un film... très 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 chouette film. Colin Farrell qui est au moment où on enregistre à l'affiche de la série Le Pingouin sur Max, qui est un rôle qu'il avait déjà joué dans The Batman il y a 3 ans, voilà, méconnaissable aussi bien dans l'acting que dans le physique, 5 heures de maquillage, on en parlait tout à l'heure, mais Joaquin Phoenix aussi, dont tu as parlé tout à l'heure, qui va être à l'affiche de Joker 2 prochainement. Et justement, en parlant de Joker, c'est un rôle particulièrement intense. Il a gagné l'Oscar du meilleur acteur, je crois, d'ailleurs, pour cette interprétation. Est-ce que tu as travaillé différemment de d'habitude pour aborder ce rôle ? Est-ce que tu avais une préparation particulière ? Parce que c'est vraiment très, très physique. Nous, on t'a vu le redoubler. C'est quand même particulier. Alors déjà, il y a eu des essais. Voilà, donc les essais ont été assez longs. Parce qu'il y avait toute la scène du début avec la psychologue, il y avait toute la séquence, quand il monte sur scène, il y avait ensuite toute la scène quand il se dispute avec Bruce Wayne dans les toilettes du cinéma, et il y avait toute la scène avec Robert De Niro, ça c'était l'essai. Voilà, donc un essai assez long. Et puis, quand j'ai été validé, j'ai demandé à voir le film une fois. Et quand on regarde un film et qu'on va le doubler, on n'est pas un spectateur lambda, tout d'un coup on se concentre pour voir ce qui se passe. Je suis resté concentré 10 minutes, même si c'était flouté, mais dès qu'il parlait, on voyait l'image en noir et blanc avec une grande barre verte, comme ça, le time code, les chiffres qui déroulent en plein milieu de l'image.
pour éviter les piratages, évidemment. Même si c'est pas nous qui piratons. Et au bout de 10 minutes, j'ai vu le mot « fin » arriver. Ensuite, je me suis fait avoir. Donc ça, c'était donc en 2019, donc fin juillet 2019. J'ai demandé à le revoir parce que 3-4 jours avant qu'on commence le doublage, là je suis resté concentré 20 minutes, et puis après le mot « fin » est arrivé, je me suis encore fait avoir. On a fait le doublage, et quand on est allé voir l'avant-première, où il y avait Joaquin Phoenix, malheureusement j'ai pas pu le croiser, j'aurais bien aimé, même si je suis pas un fan comme ça, mais c'est vrai que c'est toujours bien de rencontrer des acteurs, pouvoir leur poser peut-être une petite question, comment ils ont travaillé le rôle, tout ça. Bon, et là je me suis fait avoir, le film est assez génial. Donc ça c'était un peu la préparation. Après j'ai été choisi aussi peut-être parce que on a des énergies qui se correspondent en tant qu'acteur. Je parle pas du talent ou du génie, mais je parle d'énergie. Il faut aussi avoir les cordes vocales pour. Parce que les rires sont très spéciaux, même si je les ai pas inventés, mais il faut rentrer dans ce qu'il fait. Et au niveau vocal, c'est quand même... c'est un petit peu... Ouais, ça va fort quand même. Tu t'attendais d'ailleurs à ce que le film ait un tel succès, au point de mener l'acteur à obtenir un Oscar, et puis même un succès médiatique au niveau du public? Je pense que ça a été un carton total. $1 milliard au box-office. Voilà. Ce qui n'est pas négligeable. On peut dire un film d'auteur presque. Ouais, d'abord, oui, c'est vrai que c'est vraiment un film d'auteur et qui a gagné le Lion d'Or à Venise, mais moi j'ai trouvé le film absolument génial. Mais je me suis pas dit est-ce que ça va marcher ou pas. C'est des questions que je me pose, on se pose pas. Moi, je me la suis pas posée. C'est dommage parce que je pense que beaucoup de gens ont été voir le film en VF, et du coup, tu as contribué au succès quand même en grande partie, parce qu'on le dit pas assez souvent au niveau des pourcentages. Je crois qu'on est à 80% de publics qui vont voir les versions françaises. Ouais. Donc voilà, si en France, tu as contribué quand même une grosse partie du succès. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu en as pensé du Joker? Est-ce que ça t'a plu? Je me souviens très bien. Je l'ai pas revu, mais parce qu'en fait, je l'ai tellement pris en pleine gueule que j'ai l'impression de rien avoir oublié. Pourtant, à l'heure où on parle, je sais pas si le 2 sera sorti, mais il s'apprête à sortir, et je pense que je vais revoir le premier avant de voir le deuxième quand même, pour avoir bien tout en tête. Mais vraiment, je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Je m'étais préparé un peu psychologiquement en mode ça va être assez sombre, évidemment, sinistre et dark, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intéressant dans ce que ça racontait. Je m'attendais pas à un film avec une telle portée. Je sais que le réalisateur s'en défendait de cette portée politique, entre guillemets. Moi, je trouve qu'elle est hyper importante dans le film. Évidemment qu'aux États-Unis, il n'y a pas eu les Gilets jaunes, mais nous, en France, c'était pas très longtemps après les Gilets jaunes, donc forcément, ça fait écho à quelque chose. J'ai trouvé le film fascinant. Et le personnage, mais aussi tout ce que ça raconte sur la société. Il y a eu juste après la sortie du film, il y a eu les grandes émeutes au Liban. Ah oui. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait des gens qui étaient maquillés, au lieu d'avoir le triangle bleu sur les yeux, c'était le cèdre vert du Liban. Ah oui. Qui dans le maquillage des gens. Non, mais c'est un film qui peut marquer tout le monde. Moi, je parle pour moi personnellement, je ne suis pas du tout film de super-héros. Donc le Joker, c'est pas du tout une culture que j'ai. Ce personnage ne fait pas partie, en tout cas, de mes références pop culture. Mais j'ai eu envie de voir le film pour Joaquin Phoenix, et c'est un film qui est vraiment accessible, même à ceux qui n'ont vu aucun Marvel, qui n'ont vu aucun film d'ici. Voilà, vous n'avez pas vu Batman, vous pouvez totalement voir ce Joker-là. Et d'ailleurs, en parlant de Batman, puisque tu n'as pas fait que le Joker, tu as aussi doublé Batman, joué par Ben Affleck, et le Pingouin, du coup, dont on parlait tout à l'heure. On est quand même sur 3 personnages d'un même univers. Alors pas dans les mêmes supports, réalisés par les mêmes personnes, mais c'est quand même assez dingue. Je pense qu'il y a peu de comédiens de doublage qui peuvent se targuer de ça, d'avoir joué 3 personnages du même univers, et en plus vilains et héros. C'est quoi que tu préfères, toi? Bon, je préfère les vilains, moi. Non, parce qu'ils sont plus frappadingues, et moi j'adore les personnages, comme disait José Lucioni, les petites fleurs coupées. Voilà. Donc c'est des personnages très intéressants, parce qu'en même temps ils sont pas manichéens du tout. Donc on comprend pourquoi le personnage de Joaquin Phoenix, pourquoi il en arrive. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain arrive à ce stade? Et ça me rappelle une phrase que j'ai jouée dans une pièce de théâtre, parce que j'ai fait du théâtre aussi. Et c'était tiré d'un roman, je ne sais plus lequel. Et l'auteur dit un enfant, c'est comme un vase de cristal. Si tu le frappes trop fort, il est brisé à jamais. Si tu essayes de ramasser les morceaux, tu risques de te couper.
Voilà, et donc voilà, je crois que c'est vraiment ça résume le film Le Joker, en fait, cette citation, quoi. C'est vrai, et on a décidément très hâte de voir le 2. Ouais. Je pense que c'est une des plus grosses attentes de l'année, c'est pour ça qu'on tenait à te recevoir évidemment avant sa sortie, en plein cœur de l'actualité. Et on a parlé quand même de pas mal de rôles entre le Batman, le Joker, le Pingouin, mais j'ai envie de parler d'autres rôles de ta voxographie, et pour ça je vais m'auto-lancer sur un petit jeu que normalement Vincent lance pour moi, mais écoutez, il n'est pas là donc je m'en occupe. Je peux au moins faire le jingle. Attends, je te lance. C'est mon quiz, c'est-à-dire le quiz de Manon. Tu veux jouer? Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Stop, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Ça, Connor. Négatif, je suis une mythe en pullover. Le quiz de Manon, ça fait très bizarre de le dire dans ma bouche, Manon, mais écoutez, Manon c'est moi. Et du coup, mon petit quiz, alors je le précise à chaque fois à chaque comédien, puisque évidemment, les pauvres ne passent pas leur temps à écouter nos podcasts et du coup, ils ne sont pas au courant. J'ai 5 questions sur 5 personnages que tu as doublé, et le but évidemment c'est d'arriver à trouver la bonne réponse. Cache si tu en es capable, mais si tu n'y arrives pas, j'ai des petites propositions pour t'aider. D'accord. Et encore une fois, Thomas, comme tu ne connais pas les questions, tu peux évidemment jouer, mais la priorité va à Boris. Je me tais jusqu'à ce que tu dises que tu ne sais pas. Un appel à un ami. Un appel à un ami, exactement. tout à fait. D'habitude c'est un appel à 2 amis, mais comme on n'est que 3, là ça va être un petit peu réduit et du coup ça va peut-être être un petit peu plus dur. Mais bon, je commence avec une question facile sur le Joker, évidemment, comme on en parlait il y a 5 minutes. Quel est le véritable nom et prénom du Joker ? Alors moi qui n'ai pas du tout la mémoire des prénoms et tout, Arthur Fleck. Parfait, réponse cash. Je crois qu'il a eu plusieurs noms dans plusieurs films. Tout à fait, là je parlais du nom qu'il a dans le film. Oui. Voilà, dans le film de Joaquin Phoenix. Je crois que c'est le clin d'œil à Ben Affleck. Je crois que c'est de là que ça vient. C'est très intelligent. Mais oui, c'est ça, c'est Arthur Fleck. Et en plus, j'avais joué sur justement ces différences de noms selon les univers, selon les tournages, selon les formats, en mettant dans les propositions que des noms qu'il a vraiment eus. Mais évidemment, Arthur Fleck ressortait quand même directement à l'oreille. Donc, c'était un petit peu facile. Ensuite, j'enchaîne avec Jason Statham dans un film que tu n'as pas redoublé tout à l'heure, Expandable. Ouais. Avant de rejoindre le groupe Les Expendables, dans quelle unité militaire officiait-il en tant que soldat ? Attention. Et m'obligez pas à dire les propositions, il y a un accent anglais que je n'ai plus depuis la fac. Je crois que malheureusement, on va en profiter. Il fait pas partie des Marines, commando. Alors, je vais vous dire exactement comme ça. Navy Seals. Non, c'est dommage. Je les avais mis dans la proposition, donc c'est très bien, ça m'empêche de le dire, parce que j'aurais sûrement écorché le mot Seals. Ah bah, comme quoi. Tu l'as dit du coup. Est-ce que du coup c'est les Special Air Service ? Est-ce que c'est la Delta Force ou est-ce que c'est le GIGN ? Delta Force ? Non. J'aurais dit ça aussi, du coup. Non. C'est pas le GIGN. Non, bah du coup c'est le Special Air Service. Voilà. Ok. Donc, est-ce que je peux me la péter 30 secondes ? Je t'en prie. Et j'en profite que tu sois là. J'avais fait les interviews de Expandables 2 à l'époque, parce qu'à l'époque on faisait plus d'interviews qu'aujourd'hui. Enfin, on en fait toujours, mais moi j'en faisais beaucoup plus avant. Et j'avais eu la chance de rencontrer en duo Jason Statham et Antonio Banderas ensemble. Et du coup je me suis dit, bon bah là, comme tu fais la voix du chapeauté aussi, qui est normalement Antonio Banderas, je voulais, voilà, c'est l'occasion de me la péter. Ils sont tous les deux très gentils. Mais Antonio Banderas, moi je le fais que sur le chapeauté. Bien sûr. Sinon c'est Bernard Gabet qui le fait. Oui, mais bon, il y a un lien quand même. Pierre-François Pistorio aussi l'a beaucoup. Voilà. On peut aussi donner l'anecdote où, pour la sortie du Chapeauté 2, on nous a proposé à la rédac une rencontre entre Antonio Banderas et toi-même, et on a bien fait comprendre que ça n'était que sur le Chapeauté et que du coup, ça n'avait pas grand intérêt de vous mettre face à face, puisque vous ne vous retrouvez que sur un seul personnage qui est animé, mais que Bernard Gabet, si tu nous écoutes, on te recevra avec grand plaisir. L'invitation est donnée. D'ailleurs, on fait dans la série d'animation Arcane. Exceptionnel. Qui est ouf. Et Bernard donc fait un des personnages méchants. Je suis vendeur dedans, sous la grande direction de mon ami Yann Perra, avec qui j'ai commencé le théâtre. Voilà. Et cette série, on n'en a pas parlé lors d'une interview filmée, mais c'est quand même un studio Fortiche, studio français qui a fait toute l'animation, et c'est dingue. J'ai eu la chance d'aller au Festival d'Annecy cette année et d'assister à une masterclass donnée par les réalisateurs sur Arcane, justement, où ils nous expliquaient tout le processus de création, et c'est une folie le temps que ça prend, mais le résultat est absolument dingue et
et voilà, donner plus d'animation à nos Finalement, animateurs la français. saison 2. Ouais, c'est bientôt ça. Et la saison 2 arrive Je sais pas quand est-ce qu'elle le sort. 9 novembre. Elle a été annoncée la semaine dernière, donc on a très très hâte. Et en plus, ça va être en 3 parties. Ça va être un enfer d'attendre chaque semaine pour avoir les nouveaux épisodes. Donc, comme le pingouin, moi je vais attendre qu'il y ait tous les épisodes et je me les fais d'un coup. C'est une sage décision. On parlait du chapeauté juste avant. Et attention, question peut-être pas si facile que ça. De quel pays hispanophone Poté est-il originaire? Oh, bah, La vache. j'ai Piège. tendance à dire un truc. Ah, justement, Si. est-ce que c'est si facile que ça? Réfléchis. Ah ben oui. Bah oui. Je sais pas, à moi de répondre. Je sais pas le Mexique. Non. Bah, moi je dirais l'Espagne. Oui, c'est l'Espagne, tout simplement. C'est l'Espagne. J'ai voulu jouer C'était un trop petit peu facile. sur la Ouais. difficulté et en fait, ça Et n'a comme pas c'est marché. des contes de fées un peu européens, je me dis bah c'est. Mais c'est vrai que vu que le film est américain, on aurait pu penser au Mexique. Ouais. Mais... Non, non, tout à fait. Il est espagnol. Et un autre genre de personnage un peu fou que moi j'adore, Rumpelstiltskin dans Once Upon a Time, que je n'ai pas écorché, vous noterez s'il vous plaît. Et attention, la question est beaucoup plus dure. je Pardon, mais pense. qui est aussi le méchant de Shrek 4. C'est vrai. Tout est relié. Tout est lié, exactement. Combien d'identités différentes possède le personnage dans la série? Puisque dans Once Upon a Time, chaque personnage a plusieurs identités et tu les Donc, il y a interprètes tous. Rumpelstiltskin, Oui, il y a Monsieur Gold, oui. et le personnage avant qu'il devienne Rumpelstiltskin. Oui. Et là, je ne sais plus. Le ténébreux. Ah oui, c'est les noms. Oui, c'est les noms. Alors, tu peux me donner un chiffre et moi je te donnerai les noms après, si tu veux. Le ténébreux, Je vais pas pouvoir aider 5. beaucoup là parce que. 6, presque. Monsieur Gold, Rumpelstiltskin, la bête de La Belle et la Bête, du Oui. coup. Ah. Le ténébreux, qui est le grand méchant du coup de la série. Tic Tac, je ne suis pas allée aussi loin dans la série pour le connaître. Et Weaver, je ne suis pas non plus allée assez loin dans la Tic-tac, série pour le c'est- reconnaître. C'est les écureuils ou c'est. Je suppose. Et du coup, 6 personnages différents que tu as interprétés sur environ 8 ans. Je crois qu'il y a eu 8 saisons. Ce qui est quand même pareil. Ouais, je crois, ouais. Donc ça doit être génial en plus d'interpréter autant de personnages différents sur un même support. D'avoir à leur donner une identité différente puisque c'est joué par le même acteur. Ah, Weaver, c'est avant qu'il soit colonisé par les ténèbres. Voilà, Rien que donc ça. c'est le père lâche, le paysan. Donc là, c'est une voix, c'est pas normal. Et puis, le ténébreux et Rumpelstiltskin, c'est vraisemblablement la même. c'est le même personnage. Enfin, c'est juste le nom parce que c'est l'univers des contes qui change, mais c'est Rumpelstiltskin, quoi. Et puis sinon, il y a Monsieur Gold, le fameux antiquaire, voilà, qui connaît tout sur tout. C'est vrai, c'était une série que j'aimais beaucoup et qui a beaucoup marqué, je pense, n'en déplaise à Arthur si tu nous écoutes. Voilà. Et enfin, dernière question sur un autre format, du coup les jeux vidéo, avec le commandant Shepard qui nous est beaucoup demandé sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas que ça avait une si grande popularité. Oui, un si grand effect. Merci pour la vanne. Ah non, j'ai pas fait gaffe. Ah mince, c'est toi qui as transformé l'essai là, tu vois. Parfait. Et la question est, comment se nomment les forces spéciales d'élite dont Shepard fait partie? Et là, je vais vous donner les propositions parce que j'imagine. Oui, je veux bien, oui. Voilà. Est-ce que c'est les fantômes? Est-ce que c'est les spectres? Est-ce que c'est les ombres? Ou est-ce que c'est les esprits? J'ai fait exprès de prendre que des trucs qui se ressemblent un peu. Vous pouvez répéter la question? Comment se nomment les forces spéciales d'élite dont Shepard fait partie? Les fantômes, les spectres, les ombres, les esprits. Alors, Les spectres? Ouais, bravo. C'était du hasard ou Non, parce même que je crois Il y a un je crois petit, me souvenir, ouais. il y a des restes. j'avais commencé le jeu, mais il faut que je continue. Dédicace à tous mes cousins qui sont absolument fans et ils vont me tuer si heureusement t'as répondu avant et je me serais peut-être trompé. Justement, ça me lance la question sur le format du jeu vidéo. Comment ça se passe en doublage? Je crois que c'est un peu différent. Vous n'avez pas les images. Non, on n'a pas les images. Alors, maintenant, il y a quand même beaucoup de cinématiques. Donc, c'est presque en vrai, quoi. Donc là, il y a le même système que la bande rythmo, souvent. Sinon, on n'a pas d'image. Évidemment, il y a le directeur de plateau, le directeur artistique qui, lui, connaît tout le film avec, en fonction des réponses du joueur, ça prend d'autres directions. Donc lui, il sait nous diriger. Donc il y a 2 écrans. Sur l'écran du haut, il y a une première fichier en onde. Et là, en revanche, autant en doublage, c'est les mots qui passent devant une barre rouge. Là, c'est une barre rouge qui passe devant la forme d'onde, et il y a le texte en dessous. Donc on écoute l'original,
Et après, la barre, il y a le deuxième fichier qui est copié-collé en dessous pour voir un petit peu le temps qu'on doit mettre. Alors, soit on est libre, soit il faut que ce soit plus ou moins 10%, soit il faut que ce soit réellement dans la forme d'onde de l'original. Parce que peut-être qu'il va y avoir une animation qui va être faite après. Donc après, il y a des contraintes de temps. Et c'est beaucoup plus fatigant pour la voix. On est tout seul. En doublage, on est plusieurs, sauf pendant cette période flottante du Covid. On enregistrait tout seul. Mais là, on est vraiment seul. On est vraiment seul. Et c'est beaucoup plus fatigant pour la voix. Parce que c'est des séances de 4 heures, ou ça peut être 8 heures par jour. Et puis, il y a ces fameuses réactions, les cris et tout ça. Donc, on en fait des fois plein. Et pour la voix, c'est quand même assez compliqué. Et puis, des fois, le texte, des fois, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. D'où l'importance du directeur artistique et de l'ingé son, évidemment, qui va faire en sorte que la voix soit bien prise. Voilà. C'est vraiment un travail d'équipe. Il n'y a pas un plus important que l'autre. Tout le monde est important. Il y a un maillon de la chaîne qui est défaillant. Ça marche pas, ou ça ne marche pas aussi bien que ça devrait se passer, quoi. C'est super intéressant. Je me rends compte que j'ai enchaîné directement sur les jeux vidéo, mais je vous ai pas félicité parce que vous avez quand même répondu à toutes les questions. Pas toutes très bien, mais j'étais là pour aider. Et puis j'ai fait exprès d'en prendre des difficiles. Non, mais vraiment bravo, parce que souvent les comédiens nous disent j'ai pas de mémoire, je me souviens pas, et c'est ceux qui réussissent le mieux. Donc bravo. Très bon quiz. Merci, c'est gentil. Je ne me serais pas permise de le dire. Mais je le dis. C'est gentil. On parlait juste avant du fait de se caler sur les ondes de jeux vidéo. On parle aussi de se caler évidemment au jeu des acteurs quand tu doubles une version live, ou même en dessin animé quand il y a quand même eu un jeu VO avant. Quand c'est de la création de voix, c'est un exercice différent, j'imagine. Oui. T'as plus de liberté. Comment ça se passe ? Alors, moi, un des plus beaux films d'animation que j'ai fait, c'était la fameuse invasion de la Sicile par les ours de Buzzati. Et là, on avait que... c'est Lorenzo Mattotti, d'ailleurs, qui avait fait de grand graphiste, grand dessinateur, qui a énormément bossé pour le New Yorker et tout ça, et qui a fait tout le graphisme. Et donc, moi, j'étais au courant du casting, et je me suis dit, quand j'ai vu, et c'est pas par mon agent, là, je l'ai eu, je sais plus comment j'ai eu, mais j'ai eu tous les personnages. Donc il y a juste le dessin avec un descriptif, et je l'ai eu. Et je suis allé voir un ami, Fabrice Madja, qui a un studio qui s'appelle Attention Chien. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux t'acheter 1 heure de studio ? Il m'a dit non, mais je te l'offre. Donc je suis venu avant une séance de pub ou d'enregistrement de musique, parce qu'ils font tout ça. Et avec un ingé son, Benoît, en fonction des images, j'ai proposé, j'ai fait tous les rôles. Je me suis dit, je vais bien en avoir un. Et donc j'ai été choisi sur le professeur D'Ambrosi, ce grand ami des ours. Voilà, et c'est une espèce de mage comme ça, très, très dégingandé. Et en fait, ça passe par le corps. Par exemple, King Julian, si je fais pas les yeux comme ça, avec ses grands yeux comme lui, de Lémurien fou, la voix ne sort pas. Vraiment, ça passe par le corps. Si je suis pas investi physiquement, ça sort pas. Ça sort pas. Et l'image, le graphisme le design du oui, personnage, parce qu'il y avait plusieurs dessins, et on voyait dans des positions, donc en ayant un petit peu d'imagination, on voit le personnage bouger avant et après. Donc j'ai passé 2 essais, et j'étais en balance avec ce immense comédien de la comédie française, Christian Eck, et c'est moi qui ai été pris. En tout cas, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on soupçonne pas forcément quand on entend par exemple les rôles que tu fais sur Jason Statham ou Colin Farrell, mais tu arrives à moduler ta voix sur des personnages d'animation par exemple, ou Rumpelstiltskin, mais le chapeauté
King Julian, moi, je connaissais à peu près ta carrière, mais il y a des rôles qui m'ont vraiment surpris. Par exemple, King Julian, je ne savais pas, et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas la voix de Jason Statham, c'est pas le même. Et c'est vraiment impressionnant. Quand j'étais gamin, je m'amusais tout le temps à faire toutes les voix des personnages ou à imiter des gens. Mais en revanche, pour King Julian, je fais pas du tout ce que fait Sacha Baron Cohen, qui lui fait un peu le personnage de Peter Sellers dans The Party, quoi. Ah oui. Avec un accent un peu indie. Donc nous, on n'a pas la ref, on n'a pas la référence en France. Donc il a fallu trouver quelque chose d'assez personnel. Et donc en fait, c'est assez éloigné de ce que lui fait en original, mais c'est en fait ce qui compte, c'est l'image. Il faut que ça rentre dans l'image, même si, par exemple, je me souviendrai toujours d'un film que j'ai fait avec José Lucioni, où à un moment, il y a Al Pacino, parce que c'était la voix française et à un moment, il hurle. Pacino, en original, il hurle, mais sur son visage, il n'y a rien. Il n'y a pas une ride, il n'y a pas une veine qui apparaît, il articule presque pas. Donc si en français, on le fait à la hauteur vocale de ce qu'il fait lui, on déborde l'image. Donc José, il avait gardé cette intériorité immense, mais il a dû le faire presque en mezzo voce, mais avec le même sentiment, la même violence, mais il fallait que ça rentre dans l'image. C'est l'image qui prime avant le son. Sinon ça déborde et on se dit, tiens, pourquoi écrit comme ça ? Dans le visage, ça marche pas. Alors qu'on l'écoute en anglais, ça marche. Mais nous, en français, ça. Donc il faut... C'est l'image qui dicte, de toute façon. C'est souvent un reproche que font les pro-VO intolérants sur la VF en disant que c'est pas le même jeu qu'en VO, mais il faut rappeler que c'est pas toujours faisable et que ce que jouent les Américains, ou même, je pense au jeu asiatique qui est quand même très différent, nous en France ça ne passerait pas si on le jouait de la même manière, et encore plus par exemple sur les animés où ça crie tout le temps, beaucoup, et demander à un comédien français de jouer exactement comme un japonais a joué, ce serait complètement ridicule. Non, parce qu'il y a les fréquences de la langue. Quand on enregistre du français, la courbe est assez plate. Quand c'est de l'anglais, ils peuvent monter très haut et très bas. Quand on voit, par exemple, comment il s'appelle, cet acteur extraordinaire anglais qui a tourné le film, qui a réalisé le film Beaucoup de bruit pour rien, il y a longtemps. Oh zut, bon, c'est pas grave. Ah, je suis désolé, Beaucoup de bruit pour rien, Kenneth Branagh. Oui. Voilà, donc ça monte très très haut chez Shakespeare. Par exemple, les Monty Python, I'm looking for the Holy Grail. Voilà, je suis à la recherche du Graal magnifique. On peut pas le faire. Il y a la musicalité des langues qui n'est pas du tout la même. Donc oui, chers amateurs de voix de VO. Sinon, on va faire tous les dessins animés comme ça aussi japonais. Non, ça marche pas. Non, mais c'est bien parce que c'est une façon aussi de rappeler qu'il faut être comédien pour faire ce métier, parce qu'on voit encore beaucoup de personnes passer dans nos DM qui pensent que nous, Voix Ouf, sommes aussi directeurs artistiques, ce qui n'est pas le cas, je le rappelle, on ne peut pas vous offrir des rôles, et il faut être comédien avant tout. On a fait un super podcast d'ailleurs à ce sujet avec Adeline Chetaille et Amandine, qui sont venues nous expliquer avec leur parcours très différent comment devenir comédienne, comment rentrer dans le doublage. Toi, est-ce que tu as vu une évolution entre, puisqu'on l'a dit, tu es dans le milieu depuis les années 90, est-ce qu'il y a une perception différente de la part du public du doublage ? Est-ce que ça a évolué, la façon dont on perçoit le doublage ? Déjà, ça je crois que c'est aux États-Unis où c'est venu, où on a commencé à prendre des vedettes pour faire les rôles. Voilà, donc après aussi, bon, c'est pour une histoire aussi de marketing, avec une visibilité, c'est sûr que Boris Réninger, il est moins visible, je sais pas, que Joe Star ou que José Garcia, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'engouement comme ça, avec les réseaux sociaux aussi, où on a commencé à mettre un peu en lumière notre part de métier d'ombre. Voilà, et moi je pense que c'est bien que ça reste dans l'ombre. Parce que par exemple, Chicken Run, le coq, c'est Gérard Depardieu qui le double, et il a une voix tellement
tellement connu, tellement reconnaissable, que tout d'un coup, quand on voit le film, même si son travail est formidable sur le coq, c'est pas le problème, mais ça fait un peu comme The Thing. C'est un peu le coq, on le voit un peu fondu comme ça, entre le coq et le visage de Depardieu qui fondent, tu vois. Ouais, mais j'ai une image bizarre là quand même. Tu vois, ou comme comment elle s'appelle, Amanda Lear qui fait la Charlotte, Chantal Thomas dans Indestructible qui fait tous les costumes. Elle a une voix tellement reconnaissable. Elle est exceptionnelle. Tout d'un coup, non mais elle disparaît pas. Elise Moon sur Sid dans L'Âge de glace, il disparaît complètement. Et là, tout d'un coup, c'est génial parce que là, le personnage existe en tant que tel. Ou par exemple, José Garcia, il a une voix aussi reconnaissable, mais c'est un peu comme mon ami Bruno Choel, quoi. Il a une voix où tout d'un coup, alors c'est sa voix, il fait presque rien, tout d'un coup. J'ai mis des années à reconnaître Bruno dans les films, parce qu'il arrive, il transforme pas spécialement sa voix, mais il a juste le petit twist qui fait que on le reconnaît pas. Mais entre Johnny Depp et Ewan McGregor, j'ai l'impression que c'est pas le même. Mais... Voilà, alors exactement, si on ferme les yeux, c'est très proche. Et en même temps, il disparaît complètement. José Garcia, c'est un peu pareil, il disparaît. On écoute le lion dans Madagascar. Il se met complètement au service du personnage d'animation. Ça, c'est très chouette. Et on a un autre jeu qui nécessite des grands talents de comédien. Voilà. J'invite Thomas à lancer sa Darbox parce que je ne vais pas faire ton jingle. Merci. Ton nom c'est quoi, piéton? Qui es-tu? Dis-moi plutôt qui tu es. Avant qu'on commence le jeu, une petite chose très importante, c'est qu'il faut vraiment être comédien pour faire ce métier. Il faut surtout se méfier il y a beaucoup de formations. On va prendre des sous aux gens en leur faisant miroiter quelque chose. Ils ne travailleront jamais. Il faut savoir qu'il y a des gens qui font le conservatoire où il y a une option doublage et ils ont du mal à en faire. Pas parce qu'ils sont pas bons, parce que c'est des bonnes rencontres. Donc ne croyez pas, parce que vous vous entraînez sur TikTok et que vous allez pouvoir en faire. C'est un leurre complet. Et puis il y a plein de formations, faut vraiment bien se renseigner, parce qu'il y a beaucoup de marchands de sommeil, de marchands de rêve. On est parfois à la limite de l'escroquerie. Donc surtout, regardez bien, si jamais ça vous intéresse, soyez comédien, vous avez envie de faire ça, vous plaquez tout, vous prenez 3 ans de cours de théâtre, vous jouez, puis après vous faites une formation. Et voilà, mais ça vraiment, j'insiste beaucoup. Je dis ça souvent dans les conventions. Alors évidemment, quand on voit des fois la tête des gens on casse un peu leurs rêves, mais c'est la dure réalité de ce métier, qui est un métier difficile, où on est souvent rejeté, que ce soit en audition de théâtre, en casting pour du cinéma, de la télévision ou en doublage. Moi, il m'est arrivé de rater 17 essais d'affilée. Au moment où on commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, mais c'est comme ça, il y a des boucles et il faut vraiment être comédien. On va vous dire, là, il faut que tu sois plus en colère parce qu'il se passe ça. On n'a pas le temps de vous apprendre. En convention, un charmant garçon, une charmante jeune femme était venue, m'a dit, regardez, je fais ça. Je dis, oui, c'est bien, mais ils avaient fait karaoké avec ce qu'avait fait le comédien ou la comédienne en français. Et mais celle-là, c'est juste l'anglais. Oui, c'était pas mal. Je fais combien de temps vous avez mis pour faire ça? Oh, je lui ai mis 20 minutes. Nous, c'est 1 minute. On n'a pas le temps. Non, ça va très très vite maintenant. Nous, on s'y est essayé au doublage. Oui. On a eu la chance de tester ça avec Benoît Dupac, qui nous a gentiment prêté son studio et son micro pour The Boys. C'était catastrophique. Et pourtant, j'ai 2 ans de théâtre derrière moi, donc je me dis que ça ne suffit vraiment pas. Voilà. Donc on le redira jamais assez. Il faut être comédien. Voilà, méfiez-vous. Vous allez avoir un exemple tout de suite de ce que c'est de jouer des répliques sans être comédien, parce que c'est le jeu. La Darbox, Thomas. Dans la Darbox. Qu'est-ce que la Darbox? La Darbox, c'est un jeu inventé en hommage à Richard Darbois, qui a été un de nos premiers invités, avant même que l'émission Voix Ouf existe, mais on avait pris une petite boîte qu'on avait appelée la Darbox, avec des répliques de sa voxographie. C'est génial. Et alors à l'époque, c'est lui qui les lisait, mais là, c'est moi qui vais les lire, et l'idée, c'est donc là, c'est ta carrière, et il faut que tu retrouves, et Manon pourra t'aider, de quel acteur il s'agit, de quel personnage d'animation il s'agit, film, série... Nom de Zeus. Alors, il n'est pas dedans.
Je vais commencer avec un acteur qu'on a évoqué, peut-être un peu rapidement, mais alors, je vais pas les jouer. Hein. Je vais Un vous petit peu épargner ça. quand même, donne Je l'intonation. vais essayer de... Voilà. Si t'es un... Désolé pour les gros mots. Si t'es un comédien aigri à 3 sous et que j'ai pas voulu prendre ou un enfoiré stagiaire que j'ai viré, je te retrouve et je t'écrase comme une merde. T'auras plus un cachet à New York. Fais-moi confiance. Si je peux créer des dieux vivants, je peux faire de toi la dernière des cloches, si tu l'es pas déjà. Ouf. C'est quelqu'un de pas très gentil. Alors, déjà peut-être commencer par trouver l'acteur et après le film. Je dirais Colin Farrell, Phone Game. Oui, bravo. Exactement. Je n'ai pas Bah, encore vu ce film, mais j'avais paraît d'autres, qu'il est exceptionnel. Alors là, dédicace à Vincent, c'est un de ses films cultes. Et Vincent, je sais que tu vas nous écouter. Voilà, Phone Game, c'est pour toi. J'enchaîne. J'avais d'autres répliques en plus, si vous n'aviez pas trouvé, mais bravo. J'enchaîne avec ceci. Respire ça, c'est la peur. Tu n'es pas courageux, c'est propre à l'homme. Être courageux, c'est propre à l'homme. Et j'en ai une autre. Ouais, je veux bien. Qui n'est pas du tout dans le même contexte, mais c'est vraiment le même acteur, même personnage. Non, ce n'est pas. Non, ce n'est qu'un sous-fifre. Il ne savait rien. C'est lui l'homme qui en sait long. Anatoly Kniazev, un Russe. Il fait des missions partout dans le monde, mais sa base opérationnelle est au port de. Bip. Je bip le nom de la ville parce que sinon c'est facile. Trafic d'armes et d'êtres humains. Non, la théorie c'est que ce Russe va me mener à l'individu en question. Une chimère qui apporterait une bombe sale à bip. Nous sommes des hors-la-loi. Nous avons toujours été des hors-la-loi. Rien n'a changé. Alors c'était un dialogue, donc j'ai dû... Bombe sale. Est-ce que... Alors j'hésite entre Jason Statham et Gerard Butler. Et bah c'est aucun des deux. Vas-y, donne un indice. Qu'est-ce que je peux donner ? On est un peu sur une enquête, voilà. Qu'est-ce que je peux donner comme indice sans trop en dire ? La deuxième réplique se passe dans une cave, je sais pas. Non, ça me... Je l'ai pas non plus. Vous l'avez pas ? Ah non, je l'ai pas. Alors c'est Ben Affleck, voilà, je peux dire. Ok. C'est Ben Affleck, et tout simplement... Ah, c'est Justice League ? C'est pas Justice League, mais c'est Batman. Batman v Superman. Superman. Donc la première, il parle à Superman, et la deuxième, il parle à Alfred. Okay. Mais c'était un peu pointu. Ouais. Alors, c'est dur. ouais, mais c'est un jeu un peu... Voilà. La troisième. Te faire la peau, c'est un truc qui me botterait. Mais voilà, j'aime les grands espaces, alors la prison, c'est pas trop mon truc. T'aurais pas dû la frapper. Ouais, j'aurais préféré qu'on en reste là. Oh, purée, là... Attends, non, mais ça me parle. Ah. Ça me parle, ça se trouve, ça... Je sais pas. Jason Statham. Oui. Mais c'est dans quoi ? Dans quel film ? Expendables. Oui, Ah, ouais. le premier, exactement. Mais c'est la scène du basket. C'est c'est celle-là. Ouais, je pensais à ça. Et juste après, il le défonce. Voilà. Mais c'est pour ça, c'est parce que c'est cette scène-là qu'on voulait te faire redoubler à la base. Donc je l'ai écouté plusieurs fois et je savais que ça me disait Du coup, je l'ai quelque chose. réutilisé, je l'ai recyclé. T'as bien raison. Voilà, bah bravo. Ouais, bravo. J'enchaîne avec la quatrième. On en a une petite, un peu plus de 10, mais je vais aller vite. Sachez, mes nouveaux amis, qu'avant la création de l'univers, il existait 6 singularités. Puis, dans une explosion, l'univers est né, et les restes de ces systèmes ont été fondus, concentrés, et ensuite moulés en autant de lingots. Le collectionneur, Oui. Benicio del Toro. Exactement. Waouh. Dans Les Gardiens de la Galaxie. Exactement. Mais c'est dingue, ça. Ouais, c'est un. Alors là, c'est un sans faute. On va dire qu'il n'y avait pas Batman. Pour l'instant, c'est imperfect. Et tu changes vraiment ta voix aussi sur celui-là. Je sais pas. Ouais. C'est vraiment une tonalité particulière. Ouais, parce qu'il fait des choses tellement étranges. Oui. Tellement étranges. Quel comédien génial. La cinquième. L'autre jour, j'ai entendu une chanson à la radio. Et le chanteur, là, il chantait... Attends, pardon. Ah oui, il chantait qu'il s'appelait Carnaval, ce qui est carrément dingue, parce que c'est mon nom de clown à mon travail, et qu'il n'y a pas longtemps encore, c'était comme si personne ne me voyait jamais. Joaquin Phoenix, Joker. Oui. Je me suis dit, c'est peut-être trop facile. Oui, c'est vrai que le clown, c'était un peu l'indice rêvé, mais bon, voilà. Ça veut dire que toutes les autres sont super dures. Les autres sont peut-être un peu moins évidentes, ouais, effectivement. Ouais, celle-là est moins... Voilà, je pense qu'on t'en parle moins de ce personnage, et pourtant... Alors, il paraît que vous êtes un salaud. Il est grave ringard, hein, votre casque. Il sert à quoi ? J'ai une autre petite réplique qui est dans la même scène, et du coup celle-là donne vraiment un indice. Et comme c'est quelque chose de vraiment pointu, je peux le dire. Vas-y. Je peux manipuler le feu, je peux pas le créer. Pyro. Dans X-Men 2. X-Men 2. Exactement. Ça fait très nom de Pokémon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Genre, je me souviens pas du nom du comédien, mais lui, j'ai doublé dans
dans un remake de une série géniale. Il n'a pas fait grand-chose. L'Armée des 12 singes. Ah, il est dedans, d'accord. La série. Ok. Donc il est là-dedans et aussi dans un remake d'un film terrible, La montagne, la colline à des yeux. Ah oui, ok. Bon, d'accord. De Aja. Ouais, Très bien. il fait le jeune papa et tout. Ah oui, terrifiant ce film. Ouais, moi, je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai doublé. C'était suffisant. Non, mais c'était terrible parce que on l'a doublé C'était pendant l'affaire avec ce jeune garçon Halimi qui avait été séquestré pendant des semaines par les barbares, machin. Il a été tué. Donc, ce qui se passe dans ce film se passait en vrai, quoi. Ah, voilà. Et donc, il n'y avait pas trop de distance. Et, voilà, donc, non, je l'ai pas vu. J'avais l'habitude d'acheter les DVD, d'abord pour faire des souvenirs pour mes enfants. Et ce film-là, je l'ai offert au meilleur ami de mon frère, qui est un fou de films d'horreur série B, enfin de choses comme ça, qui avait même monté un fanzine, et je lui ai offert le DVD. Non, ça, je peux pas. On est pareil. Et du coup, on va passer sur un truc beaucoup plus léger. Ce sont des extraterrestres, des créatures sauvages, venues d'un futur sauvage. Waouh, tu l'as joué. Sois pas lève-toi. Bon, vous avez tous, de toute façon, vous avez compris. Lève-toi, Morty, sois pas près des pieds loin. Ils sont sauvages. King Julian, Madagascar. Exactement. Est-ce qu'on peut glisser que Maurice, c'est le brillantissime Marc Alphos, et que le petit Morty, c'est Emmanuel Garigeau? Et après, dans les séries, il y avait Saïd Hamadi, qui faisait Maurice, et Maël Davansoulas, oui, qui maintenant officie depuis de nombreuses années au Canada. D'accord. Voilà, il est parti vivre là-bas. Juste pour le plaisir, je dis la fin de la réplique parce qu'elle est, super elle est trop drôle. Elle est super directeur. Ah oui, pardon. Peut-être, et limite, si tu veux la lire. Non, vas-y. Non, mais... Vas-y, joue-le, vas-y. Ah non. Non, mais continuons, il ne faut pas changer les règles. J'ai la pression, du coup. Ok, chut, on est caché. Tout le monde se tait, moi y compris. Qui c'est qui fait ce bruit? Oh, c'est encore moi. J'adore. Julian. Ça me faisait marrer, du coup, je voulais le dire. C'est encore moi. Ça, c'est au début quand il voit les colosses de New York. La première fois qu'il les voit dans le film. Il est vraiment, c'est un des personnages. Franchement, c'est peut-être le personnage le plus drôle du film, honnêtement. Ah oui, complètement. Film qui est très drôle déjà. D'accord. J'enchaîne avec ceci. Alors, ce docteur est un charlatan et il débloque. Il devrait se contenter de coiffer. Un autre lait. Mets-moi ce que tu as de plus fort. Ah, prendre ma retraite. T'es trop beau gosse pour prendre ta retraite. Et j'en ai eu d'autres. Il y a un petit côté vendeur, mais c'est pas lui. Il y a un très bon. Il y a un gros indice quand même là-dedans. Vas-y, redis. Un autre lait. Mets-moi ce que tu as de plus fort. Ah bah c'est le chapeauté. Tout simplement. Ah oui, un autre lait. lait. C'est le deuxième film, enfin c'est le 2 qui est très bien d'ailleurs, et c'est juste avant qu'il rencontre le loup, méchant du film, loup, qui est terrifiant. Quel film, le Chapeauté 2, moi je trouve. Ah, j'ai adoré. Et en même temps, l'histoire, parce que dans le Chapeauté 1, il y avait... d'abord on a... Diegman, on n'a pas la référence. Oui, c'est vrai. Comment le truc est le haricot magique, on l'a un peu mais pas trop, et c'est quand même beaucoup entre guillemets un film à sketch, enfin c'est pas du tout péjoratif. Oui, c'est vrai. Mais là dans le 2 il y a vraiment une histoire, et le chat qui a cette vie, tout d'un coup il en a plus qu'une, donc c'est le rapport de soi par rapport à la mort, sa finitude, et donc c'est un conte, mais ça parle de choses qui touchent chaque être humain, c'est sa propre fin, quoi. Donc il y a quelque chose derrière qui est très... c'est les contes. Les contes sont faits pour ça, pour faire peur aux enfants, parce que ça permet aussi d'éduquer, de mettre des barrières. Les contes, en fait, c'est fait pour ça, donc il ne faut pas les édulcorer, il ne faut pas les changer. Par exemple, Hansel et Gretel, c'est quand même une vieille sorcière qui séquestre 2 enfants pour les manger, quand même. Enfin, par exemple, Bernard et Bianca, c'est quand même une petite fille dans un orphelinat qu'on kidnappe pour aller chercher c'est un rapt d'enfants, quand même. C'est... Oh, le bruit de ventre, je vais la recommencer. Bernard et Bianca, c'est quand même un rapt d'enfants, quand même. Maintenant, on dit « Ah non, il faut pas le dire. » Je trouve ça extrêmement dommage. Les enfants, on peut leur parler de la mort, ça va très bien. On peut leur parler de choses violentes. D'abord, les enfants sont violents. Je sais pas si quand on était chez les jésuites, on avait filmé la cour de l'école maternelle.
Parce que ça allait de la maternelle à la terminale. La cour d'une école maternelle, c'est la jungle. C'est dingue. Donc il faut canaliser ça pour se construire, pour construire le vivre ensemble. C'est important. Je suis bien d'accord. Je pense que la transition est parfaite avec le nouveau personnage, puisqu'on parle encore une fois d'enfance et de personnages un peu sombres pour les enfants, mais excellents. J'ai donné beaucoup d'indices déjà. Oh, je me disais bien que j'avais entendu le cataclophe d'une licorne. Mais quel rêve adorable et quel délicieux enfant. C'est Peach. Oh, joli. J'ai adoré ce film. Joli. Les 5 légendes. Les 5 légendes, oui. Il est tellement sous-coté. Je vois personne en parler. Et pourtant, il est exceptionnel. C'est, je pense, le plus sous-coté des films DreamWorks. Avec Spirit. Formidable. Avec Spirit. Je suis bien d'accord. On est d'accord. Il y a aussi un film formidable qui s'appelle La famille Robinson. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors ça, c'est côté Disney. Mais il faisait l'homme au chapeau. Ah, c'est vrai. Oh, Doris. T'as fait un méchant Disney. Ouais. Parce que c'est le méchant du film. Ah ouais. Un méchant Disney, un méchant DreamWorks. J'ai adoré faire ça. Le personnage est génial, mais c'est pareil, c'est un petit garçon qui est abandonné dans un orphelinat et donc il devient méchant, quoi. Alors lui, il est presque inconnu au bataillon, ce film. Le grand public ne connaît pas du tout ce film. C'est vrai. Alors je l'ai pas vu depuis longtemps, donc je me rappelle même plus exactement, mais c'était Barbara Tissier qui l'avait dirigé. Ouais. Qui m'avait dirigé là-dessus, dirigé souvent Barbara. Revoyez Bienvenue chez les Robinson et les 5 légendes si vous en n'avez plus pas la vu. période s'y prête là, puisque il y a le Père Noël, le lapin de Pâques. Tout à fait. Ah oui. Ouais, c'est ambiance il y a une vision très du Père hiver. Noël très très particulière. Tatoué Baker, Baker qui est très, mais très chouette. C'est vraiment chouette. Alors j'ai 2 dernières répliques. Le nain respire si fort que nous aurions pu le tuer dans le noir. C'est Legolas dans le Seigneur des Anneaux. C'est le Seigneur des Anneaux, mais c'est pas Legolas. Non, merde, c'est l'autre. C'est un elfe. Ouais, c'est un elfe. Il se fait tuer tout de suite. Dans les 2 tours. Désolé, mais pour le spoil, Manon, parce qu'elle a vu. J'ai pas vu les deux. Ouais, non, mais alors, attends, je veux dire, c'est un personnage qui a dû être monté coupé au montage. Non, c'est pas Legolas. Non, Legolas, c'est notre ami qui le double. Ah, zut. C'est un elfe qui s'appelle Aldir. Ah oui, c'est Aldir. Et que tu as déjà vu dans le premier, mais très rapidement. Oui, il fait 2 scènes, après il se fait flinguer, mais ça, vraiment, on ne divulgage rien. C'est un petit personnage, mais c'est un immense film, donc tous les personnages du Seigneur des Anneaux, pour moi, sont et là, le doublage, c'était Daniel Perret qui l'avait dirigé. Et c'était extrêmement compliqué parce que l'image était rotoscopée. C'est-à-dire qu'il y avait noir, et je crois qu'on avait à peine le visage, même parfois on n'avait que les bouches. Ah oui, c'est compliqué. Alors là c'est... Parce que you, en anglais, ça peut être vous, une personne, vous, la multitude, toi. Donc c'était très... ouais, je sais que c'était assez formidable aventure pour tous ceux qui l'ont fait, même des petits, des personnages petits, mais je sais que Daniel Perret... elle en avait vraiment chié. Elle avait adoré, mais ça avait été très pour compliqué le dire en un mot. Pour diriger les acteurs. Et le doublage est vachement bien. Ah, je suis on a eu l'occasion de faire une émission spéciale d'ailleurs sur le Seigneur des Anneaux. Avec nos 4 hobbits, Alexandre Gillet, Christophe Lemoine, Pierre Tessier et Vincent Ropion. Et c'était vraiment chouette. La fine équipe. Ah oui, les 4 ensemble, c'était quelque chose. Ah ouais, les 4 ensemble, c'est... c'était bien sportif. dû vous amuser. Ah oui. J'espère qu'ils se sont amusés aussi, mais c'était vraiment une bonne soirée. On a des rushs bêtisiers assez exceptionnels. 4 formidables comédiens, ils sont musiciens, qui jouent au théâtre, et 4 joyeux camarades. On a hâte de recevoir séparément. Enfin, on a déjà reçu Pierre Tessier et Vincent Ropion. Clairement. Il nous manque les 2 plus importants, Frodon et Sam, j'ai envie de dire. On vous offrira un second petit déjeuner. Un second petit déjeuner. La dernière réplique, on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. Je trouve que ça boucle bien la boucle avec le sujet. Vous allez me dire ce que vous en pensez juste après. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains ? Ce n'est pas quelque chose que l'on peut programmer. Ce n'est pas un code qu'on rentre dans une puce électronique. C'est la force du cœur humain. La différence entre nous et les machines. Une tempête se prépare, des temps d'épreuve et de souffrance. Nous avons remporté cette bataille, mais la guerre contre les machines continue de faire rage. Alors ça, c'est dans un Terminator, je sais plus lequel, c'est Christian Bale. Oui. Et normalement, la plupart du temps, c'est mon ami Philippe Valmont qui le double. Mais Christian Bale, je l'ai doublé 2-3 fois. Ouais. Je l'ai doublé 2-3 fois. Donc un autre Batman. Décidément, on boucle plein de boucles. C'est parfait. Et tu as doublé un autre John Connor, puisque là c'est John Connor. Alors là c'est Terminator Renaissance, mais tu as fait John Connor aussi dans Terminator Genesis. Et c'était Jason Clarke. Bref. Oui,
Il y a beaucoup de boucles dans cette émission. Oui, Jason Clarke. On est pas mal à se le partager, mais je l'ai fait pas mal, lui. Super acteur. Et je voudrais finir ce podcast avec une autre question. Doubleur. Qu'est-ce que tu penses de ce terme ? Est-ce que ça te pose problème ? Non, parce que les doubleurs, ce sont les boîtes, ce sont les entreprises qui nous emploient. Et nous sommes des comédiens qui faisons du doublage. Parce que le doublage est une partie de notre métier, mais la plupart, on joue au théâtre où on a beaucoup joué, où il y en a qui sont musiciens, il y en a qui sont acteurs et musiciens, il y en a qui tournent, qui jouent au théâtre. Voilà, donc c'est une partie du métier. Non, doubleur. Après, faut pas être des ayatollahs quand il y a quelqu'un qui connaît pas vraiment le métier, et dit vous êtes doubleur. On peut leur dire non, je suis comédien, je fais du doublage. Attends, il redescend. Quoi qu'on fasse, on n'est jamais assis que sur son cul. Je la connaissais pas cette expression. Et non, et surtout, c'est que tout le monde ne peut pas le faire, mais c'est vrai que personne n'est irremplaçable. Donc il faut. Et puis sans les auteurs, sans les détecteurs, sans les ingé-sons, sans les chargés de prod, sans les directeurs ou directrices de plateau, les ingé-sons, les mixeurs, les monteurs, c'est toute une chaîne. Si on n'est pas... Alors nous, oui, on est la dernière, on est la face visite de l'iceberg, mais c'est tous ensemble. Moi, je voue une admiration sans borne aux ingénieurs du son. Moi, j'ai même pas fait un groupe pour envoyer un mail, et là, je les vois, on a l'impression d'être dans l'Enterprise, et ils font des... Voilà, moi, ça, de toute façon, ça me stresse, j'ai une phobie informatique et administrative, mais et moi je suis très admiratif de si un ingé-son, c'est aussi un artiste, il suit un très bon ingé-son, c'est celui qui va pas regarder ses écrans, c'est celui qui va regarder l'image et qui va vous suivre, il va être avec vous, et d'ailleurs on le voit avec son bouton comme ça, il l'augmente en fonction de et en fait il nous suit quoi, il nous suit, et là c'est il y a certains ingé-sons, on les voit, on dit je vais avoir l'impression d'être bon. Parce que la prise de son est très, très compliquée. L'ingénieur du son a vraiment un imaginaire, doit se mettre dans s'imaginer aussi que lui, il est dans l'espace où ça va se passer. Si c'est dehors, si c'est dans un parking, si c'est dans un appartement avec du parquet, de la moquette. Donc il va prendre le son. Et alors ce qui est génial, c'est pour les ingé-sons, d'après ce qu'ils me disent, c'est quand ils ont la chance de mixer ce qu'ils ont enregistré. Parce qu'ils savent comment ils ont pris le son. Et ça, c'est génial. On le répétera pas assez, mais voilà, le doublage, c'est un travail d'équipe. Hein. Un bon directeur artistique, un bon comme comédien. Comme une pièce de théâtre, comme un film, comme... un bon ingénieur du son. Même et nos émissions. Et même nos émissions, c'est exactement pareil. Absolument. Nina, bon ingénieur du son, exactement, aussi chez Merci nous. Nina. Eh bien, merci pour tout, Boris. Juste, est-ce que je peux faire une petite dédicace à ma petite sœur Marie, Je t'en qui prie. est la fan numéro 1 que je connais du chapeauté. Tu avais eu la gentillesse de lui faire un petit message à Port-le 4 l'année dernière, et ça lui a fait très plaisir. Donc Marie, si tu nous entends, je suis avec la voix du chapeauté. Voilà, Marie, je t'ai refait une dédicace aussi. Je te souhaite une très belle fin d'année. Je pense qu'on ne pouvait pas conclure de meilleure façon ce podcast. Et je précise que la voix, ça fait partie du corps humain. Et qu'on ne peut pas en disposer comme on veut. On ne peut pas prendre les foies de quelqu'un s'il n'est pas d'accord. C'est vraiment... Non, c'est vrai. Par exemple, quand il y a un comédien, par exemple Mathias Schonartz, qui est belge, qui parle couramment français, lui, bon, il n'a pas le temps, il n'a pas envie de se doubler, je ne sais pas si ça lui plaît ou si ça l'ennuie, mais il donne son accord pour qu'il puisse être doublé en français. S'il ne donne pas l'accord, qu'on le double et que ça sort, il peut interdire la sortie. Donc la voix fait partie intégrante de l'être humain. Voilà, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Voilà que le corps humain appartient à la personne. Même le chapeauté est méfiant sur l'IA. Voilà. Non, faut vraiment que ça reste un outil. Par exemple, c'est évident que si, par exemple, il y a ce qu'on appelle les retakes, les modifications. Des fois, on enregistre, nous n'avons pas l'image définitive, hein, mais et on est en tournée. Par exemple, on est en tournée de théâtre, on joue en Martinique, par exemple. Il faut faire la modification. Là, se servir de l'IA pour juste... parce qu'aux Antilles, même avec un iPhone, ça marche pas. Je parle des Antilles parce que ma belle famille est là-bas. Mais on est à 8000 km, on va pas revenir pour faire 4-5 mots qui sont absolument nécessaires. Donc là, utiliser l'IA pour faire ce retake... Avec l'accord, bien sûr. Avec l'accord de l'acteur ou de la comédienne, oui,
Enfin, voilà, ça reste un outil formidable. Mais si c'est pour remplacer, du coup, qu'est-ce qu'une IA va interpréter? Qu'est-ce qu'elle connaît du sentiment? C'est une musique, ça va être un karaoké. Voilà. Et quand bien même on prendrait la voix originale de l'acteur original avec le lip-sync, mais c'est en anglais, c'est avec le son, la musique anglaise, quoi. Donc le sentiment. Non, rien ne va. Mais on est d'accord. Non, rien ne va. Donc ça aille dans les bonnes oreilles, ce message. J'espère que ça sera entendu. Oui, enfin, c'est déjà dans les bonnes oreilles. À savoir si elle veut l'entendre, c'est un autre sujet. Alors, on espère que la prochaine fois qu'on te recevra, si tu veux revenir, ce sera réglé, ce sera légiféré et ce ne sera plus une source d'angoisse et de stress. Oui, mais c'est pas que nous. Hein. Non, bien sûr que non. Non, ça va être un gros chantier à travailler et on espère que ça va être quand même réglé vite. Et bien pour tout le monde. Merci pour tout, Boris. C'était un plaisir de t'avoir reçu. Merci beaucoup, Thomas, pour ton expertise toujours impeccable. C'est gentil. Et merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que tous nos podcasts sont dispo sur les plateformes de streaming, donc Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Et nos vidéos, interviews et redoublages sont aussi à découvrir sur le YouTube Allociné Interviews. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur Instagram, sur TikTok et sur X. Et on vous dit à la prochaine, du coup, avec un nouvel invité mystère. On n'en dira pas plus pour l'instant. Ciao. Au revoir, Salut. Voix ouf. Allociné.